Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débriefing et le comparatif de l'épisode 5 de Sensei Sentia Show par rapport à son manga. Et on va démarrer tout de suite cette review avec le fait aussi que cet épisode ne nous propose pas d'intro, donc pas de résumé des épisodes précédents. Choix fait par la production, c'est pas un mal en soi, mais enfin ça casse un peu la continuité donc des autres épisodes, en tout cas de la mise en place, la construction des épisodes, mais bon, c'est comme ça, on va pas non plus s'en plaindre, c'est pas non plus un problème majeur. Une fois que le générique se passe, on retrouve donc Shoko dans une chambre d'hôpital qui se remémore la venue de Saori et de Mi qui étaient venus lui rendre visite et qui donc lui dit que elle est contente de voir qu'elle se porte mieux et que grâce à elle, elles ont pu vaincre la menace d'Eris et que comme cette menace n'est plus existante, et bien que maintenant elle peut prendre sa vie en main, vivre sa vie et qu'elle n'a plus besoin de ses services. Alors dans le manga, c'est pas du tout comme ça les amis que c'est présenté. Il y a toujours cette scène qui commence au tome 4, ça c'est pas un problème, mais la différence c'est que Saori après les remerciements explique que il est temps de mettre en place donc le Galaxian War, donc le tournoi avec les chevaliers de bronze, afin de faire sortir de l'ombre un ennemi qui est tapi dans son ombre, d'accord, il est temps de le faire sortir. Et qu'en plus de ça, elle explique à Shoko que seuls ceux qui sont déterminés à risquer leur vie, non pas pour quelqu'un, mais pour protéger la paix sur Terre, sont dignes de porter une armure sacrée, et que c'est pas le cas de Shoko. C'est pas son cas, donc elle, voilà, son but c'était de sauver sa sœur, ni plus ni moins, sa priorité c'était pas de sauver la Terre, enfin, en tout cas la paix sur Terre, et que donc pour cette raison, elle ordonne à Shoko de ne plus la côtoyer, ni elle, ni les Sentia, de ne plus participer à la vie donc et aux missions qui leur sont dévolues. Donc voilà, donc c'est déjà pas pareil, c'est pas gentiment ah tu vas bien et vis ta vie, non non c'est ah tu vas bien c'est cool, mais voilà, on n'a plus besoin de tes services pour une raison bien précise, c'est que tes priorités ne sont pas la paix sur Terre, c'était une priorité personnelle, donc voilà, ça ne rentre pas dans le cadre de l'ordre des Sentia et du port d'une armure sacrée, donc voilà, stop, hop, tu t'arrêtes et en avant. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fini, fatalement Shoko est un peu sur le cul. On va la voir revenir chez elle et là, on voit que à son domicile, il y a Mirai et Shinato, je vais y arriver, qui sont présents avec son papa et qui sont venus en fait rechercher donc l'urne, la Pandora Box du petit cheval avec son armure parce que voilà, elle n'en a plus besoin. Et on voit donc cette armure qui est en pièces, d'accord. Alors faut savoir que c'est une scène qui n'existe absolument pas dans le manga. D'accord, donc Shinato et Mirai ne viennent pas à la rencontre de Shoko chez elle récupérer son armure, non, non, absolument pas. On voit par contre la scène de l'armure brisée à la fin du tome 4, ça oui, avec Mirai et Shinato, donc ça pas de souci, mais voilà, ça n'est pas mis comme ça. Et là d'ailleurs, dans la fin du tome 4, Shinato dit à Shoko, t'inquiète pas, on va réparer ton armure, voilà. Ils ne sont pas venus la chercher, ils ne sont pas venus la lui reprendre parce qu'elle n'en était plus digne, d'accord, donc voilà. Une fois que c'est fait, donc ce passage donc purement inventé fini, on retrouve donc Saori avec Mi à la demeure Grade, où elles ont une petite discussion concernant justement le fait que Shoko a été évincé, voilà, mais que voilà, le but maintenant c'est de justement faire sortir cet ennemi qui cache au sanctuaire. Donc cette explication qui est donnée au début du manga, il est donné à ce moment-là, ça c'est pas un problème, voilà, il est donné. Mais on voit aussi donc dans ce passage-là que une nouvelle Sentia fait son apparition et c'est Xiaoling de la petite ours. Alors comme le disait ce CNS dans sa review, Xiaoling fait fortement penser à Chun-Li. Moi c'est comme ça que je l'ai vu quand j'ai lu le tome 4, donc quand je l'ai acheté. C'est vraiment ça, c'est Chun-Li de Street Fighter avec ses deux oreilles de Mickey là sur le côté, ces deux nattes là et plus son habit typique chinois. Personnage qui est assez énergique, assez extraverti je trouve. Mais bon voilà, personnage somme toute sympathique. Ensuite, quand ce passage se termine, on voit tout de suite donc Saori qui a une pensée pour le grand Pop, qui n'en est pas un. Et là on retrouve donc fatalement ce grand Pop dans sa salle du trône face à deux chevaliers d'argent qui sont Juan ou Juan, Juan en version espagnole et Juan en version française, plus
donc qui est le chevalier d'argent de l'écu, plus à ses côtés donc Georges, hein, sans eux, qui lui est le chevalier de la Croix du Sud, qui reçoivent donc des informations émanant donc du Grand Pop, qui est Saga, qui leur dit que voilà, au Japon, il y a un tournoi qui est organisé avec des chevaliers de bronze, hein, qui ont revêtu leur armure dans le but de se montrer en spectacle et que ça va à l'encontre de l'ordre de la chevalerie, et qui plus est, tout ça est organisé par une usurpatrice qui prétend être Athéna. Or, c'est pas le cas, et que donc ça pose un problème. Et à ce moment-là, on va voir apparaître une nouvelle Cynthia, une deuxième nouvelle, qui est Katia de la couronne boréale. Alors Katia me fait fortement penser donc à l'équivalent de Yoga, hein, du signe, parce qu'elle maîtrise donc la glace. Et son apparition est un petit peu enjolivée avec des petites pétales violacées qui tombent. Moi je trouve qu'on aurait peut-être dû faire de la neige qui tombe avec ces petites pétales, ça allait plus c'était plus en corrélation avec son personnage qui est très charismatique, et c'est là que voilà, on explique donc l'existence des Cynthia aux deux chevaliers d'argent qui en ont entendu vaguement parler, et donc voilà, le Grand Pop leur dit, eh bien vous allez aller avec Katia au Japon, et vous allez aller éliminer l'usurpatrice qui se prétend être Athéna, ainsi que tous ses complices et tous ses chevaliers renégats. Donc voilà. Et eux disent, ok, on y va. Alors là, on a déjà un problème par rapport à la suite de l'animé, parce que dans le manga, c'est pas comme ça que c'est expliqué. Donc les explications faites se tiennent, sauf que le Grand Pop ne leur ordonne pas d'aller tous les éliminer, non, il ordonne aux deux chevaliers d'argent et à Katia de lui ramener Saori et d'éliminer les autres. C'est déjà pas pareil, parce que dans la suite de l'épisode, fatalement, Saori, hein, est ramené par un chevalier d'or, par Aphrodite, qu'on découvre juste après dans le passage du trône. Donc voilà, Aphrodite exécute un ordre qui a été demandé dans le manga, donc ramène Saori au sanctuaire. Dans l'animé, Saori, à la fin de l'animé, ramène Saori vers le sanctuaire, alors que dans l'animé, au moment où l'ordre est donné, l'ordre est d'éliminer Saori. Donc ça pose un problème, je trouve, ça pose quand même un problème au niveau cohérence scénaristique. Par contre, là où je mets un guillemet, c'est que c'est une incohérence que l'on découvre parce qu'il y a le sous-titre. Je parle pas japonais, je comprends pas le japonais, donc si quelqu'un parmi vous, les amis qui visionnez cette vidéo, comprend le japonais et peut me dire que le sous-titre n'est pas du tout cohérent avec ce qui est dit, parce que c'est peut-être que ce qui est dit en japonais c'est ramenez-la moi et éliminer les autres, bah alors là c'est cohérent. Si c'est pas le cas, si dans la parole qui est dite en japonais c'est aussi éliminé, bah là c'est pas cohérent avec la suite de l'animé, d'accord? Enfin, ni plus ni moins. Alors on rencontre donc dans la foulée, donc on redécouvre donc le personnage donc de Aphrodite des Poissons, qui explique que voilà, il aurait pu le faire aussi ce boulot, au final c'était de son ressort et que c'était super facile. Et là on voit donc le Grand Pop qui dit écoute, contente-toi d'obéir à mes ordres, voilà, c'est tout ce que je demande et j'ai mes raisons. Et lui dit ok d'accord, j'acquiesce le truc. Et donc voilà, ni plus ni moins, c'est le même passage que dans le manga. Alors dans la foulée de ce passage donc du trône du Pop, on voit donc Shoko qui se balade sur un pont qui enjambe donc un fleuve. Elle tient dans sa main un pendentif qui représente, on va dire le petit cheval, hein, ou Pégase en tout cas, parce que Pégase arrive, donc c'est arrive, et là aussi où on ne sait pas trop, c'est que est-ce que c'est le petit cheval, est-ce que c'est Pégase la constellation, on ne sait pas, parce que rien ne stipule, en tout cas j'en ai fait les recherches, rien ne me tente à prouver que le petit cheval a des ailes ou pas. Donc on pourrait se dire que le pendentif qu'elle a, comme c'est celui de sa sœur, c'est le pendentif du petit cheval, ou peut-être le pendentif de Pégase, parce que le petit cheval est le frère, ça c'est vrai dans la mythologie, de Pégase. Donc voilà. Ça c'est la petite aparté sur le pendentif. Par contre, j'ai jamais vu un pendentif s'envoler avec un coup de vent. Hein. Là on voit un camion qui passe, pouf, et ça s'envole. Dans le manga, ils ne se rencontrent pas du tout au même endroit, ils ne sont pas sur un pont, ils sont dans une zone un peu naturelle, un genre de plaine, enfin ou de parc, je sais pas trop. Donc voilà, après le choix du lieu n'est pas dérangeant, parce que voilà, à la limite, là c'est plus cohérent, le fait que le camion passe, il y a un coup de vent qui se donne, ça s'envole, c'est plus cohérent dans la dynamique, hein, de l'envol du pendentif, même si le pendentif pèse son poids, il ne devrait pas s'envoler, d'accord, que dans le manga où là ils sont dans une zone un peu plus ouverte. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien Seiya qui arrive et
qui récupère ce pendentif et qui engage la discussion avec Shoko. Et il se présente, voilà, Pégase, etc. Et on voit dans ce passage toute la discussion entre les deux personnages, avec justement le dialogue qui se déroule avec les sœurs, hein, d'accord. Donc elle explique que ça vient de sa sœur, et lui dit aussi, moi, voilà, moi aussi je suis à la recherche de ma sœur, etc. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il explique donc que jamais il n'abandonnera, et c'est grâce au fait qu'il n'abandonne jamais, qu'il ne baisse jamais les bras, qu'un jour il arrivera à la retrouver. Dans le manga, les explications sont identiques, sauf que les explications pardon, sont faites en deux temps. C'est-à-dire que d'abord il y a le premier temps où elle le rencontre, avec le pendentif, et puis on retrouve la suite de l'explication au moment où Shoko se retrouve en train de regarder le combat qui oppose Seiya et Shiryu dans le Colisée, d'accord. Ici, ils ont décidé de tout faire d'une traite, c'est pas un tort, bah, c'est bien, c'est mis dedans, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, à la fin de ce passage-là, on voit donc Shoko qui est chez elle, pardon, en train de regarder donc le combat qui oppose Seiya à Geki de l'ours, où elle reçoit un coup de téléphone de son ami Rumi qui lui dit « Ah ben viens, j'ai des places pour aller voir le tournoi galactique ». Et ben voilà, ça par exemple c'est un passage qui n'existe pas dans le manga, parce qu'elle se retrouve directement devant le Colisée, parce qu'elle a été invitée, mais ça on ne le sait pas. Et là elle va voir donc le combat de Seiya avec Shiryu, et c'est là qu'on voit évidemment donc le passage où elle se remémore justement les paroles de Seiya au moment où Seiya est au sol. Elle se dit bah oui, il m'a dit ça, il va se relever, je suis sûr qu'il va se relever, et c'est voilà, tout ce passage là se déroule à ce moment là. Voilà, donc c'est pas incohérent d'avoir scindé en deux dans le manga, d'avoir fait une traite dans l'animé, voilà. Mais par contre on voit vraiment bien ce lien mental, c'est pas un lien d'attirance mais vraiment ce lien mental qu'il y a entre Seiya et Shoko, qui fait que Shoko commence à prendre de l'assurance et à prendre de la maturité dans son personnage. Et en plus de ça, on voit qu'elle découvre l'attaque de Seiya vraiment pleinement, hein, lorsqu'il porte son attaque du Pegasus Ryuseiken. Et d'ailleurs, c'est une attaque qu'elle reproduit plus tard dans l'épisode, et qui est un peu logique parce que dans la suite de l'histoire, il se passe quelque chose qui peut se laisser dire que bah oui, c'est normal qu'elle reproduit à peu près la même attaque, d'accord. Mais ça, vous verrez plus tard dans la suite de l'histoire. Et donc on voit donc cette relation mentale, je trouve, pas vraiment relation physique mais mentale, qui est faite entre les deux, et où on voit également le Shoko qui dit à Seiya sois sévère, merci, j'irai jusqu'au bout aussi, et qui lui lève le pouce. Dans le manga c'est pareil, voilà, donc tout est présent également. Ensuite, une fois que ce passage est terminé, on retrouve Saori qui se retrouve dans le Colisée, qui est vide de spectateurs, pardon, et qui voit donc l'arrivée également derrière elle donc de Mi et de Xiaoling, et qui voilà, sont présentes et qui ont une petite discussion, qui disent bon ouais, ok, maintenant on va rentrer. Et là on voit des flocons de neige qui apparaissent, et on voit l'entrée en scène de Katia de la couronne boréale, et qui donc est présentée en bonne et due forme, avec, je trouve, là par contre une belle entrée en scène, une belle mise en scène, parce qu'on voit des flocons qui tournent autour d'elle comme ça, c'est assez joli, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Et on voit donc dans ce passage donc les filles qui lui disent, les autres Sentai lui disent, mais enfin, mais comment as-tu te dresser contre Athéna, hein, pourtant tout ce qu'on nous a appris là-bas, et à l'académie donc des Sentia, on nous a appris quand même que Saori était la réincarnation d'Athéna, et elle dit non, ce n'est que des mensonges, parce que c'est pas vrai du tout. J'ai découvert que le grand peuple n'est pas l'incarnation du mal, parce que je suis tombé face à lui, et il avait un cosmos, une énergie qui était très divine, etc. Et d'ailleurs dans ce passage-là, on voit donc Katia qui est par terre, qui est mal en point, et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, dans le manga, c'est expliqué. Dans le manga, on a deux petites cases qui représentent justement ce moment où elle rencontre le grand pop. Et on voit dans ce passage-là qu'en fait, qu'elle explique que elle était en train d'affronter des dryades d'Eris, et que c'est à ce moment-là que le grand pop est venu à son secours, et que c'est là qu'elle a découvert que son aura était bienfaisante, et que en fait Saori n'était pas du tout la réincarnation d'Athéna, et que c'était l'inverse qui était réel, d'accord, et non pas que le grand pop était le mauvais et Saori la gentille.
Et d'ailleurs, à la fin de cette explication, on découvre quoi? On découvre nos deux Sentia, Mi et Xiaoling, qui, au travers de l'enlèvement d'une cape rouge, d'un rideau rouge, se retrouvent en armure. Et là, c'est complètement pourri parce que le dessin est moche, archi moche. Et en plus de ça, on n'a aucune mise en place des armures sur les personnages. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que qu'est-ce qu'on aimerait voir ces armures arriver au moins une fois dans la série, arriver sur les protagonistes. Parce qu'au final, on ne sait pas d'où sortent leurs armures. Hein, autant on voit que Choco, elle a son urne, sa Pandora Box avec elle, hein, que son armure se trouve dedans, que là tout d'un coup, boum, on les voit, on ne sait pas comment elles ont leur armure sur elles. On a le même problème dans l'épisode où avec Mi face à Emony, rappelez-vous, hein, où Mi tout d'un coup avec des pétales de rose revêt son armure du dauphin. Ben là c'est pareil, on a une mise en place d'armure qui est moche, où il n'y a rien. La transition, c'est là, c'est un voile rouge, un rideau rouge, on ne sait pas trop. Et en plus, l'image après qu'on voit, lorsqu'elles disent ouais, on est là pour protéger Athéna, ben, elle est moche, le plan est moche. Donc voilà, ça casse pas des briques. Après, on voit Xiaoling faire sa petite chorégraphie avec son attaque de la peluche de la petite ours, hein, parce que c'est vraiment une peluche, c'est pas très beau. La chorégraphie est pas terrible, et en plus, c'est un peu dommage parce qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose d'un peu plus correct. Surtout qu'après, on voit que l'attaque portée par Xiaoling est stoppée net par le mur de glace de Katia. Et quand on voit les animations qui sont faites autour du personnage de Katia, elles sont juste magnifiques, quoi. On voit Katia qui déclenche son attaque avec tous ces morceaux de glace. Donc c'est juste magnifique, quoi. Et là on voit aussi directement la différence de force qu'il y a entre les trois Sentia, hein. On voit vraiment que Katia, elle a déjà une force qui est mise en place, qu'elle a une expérience qui est présente, alors qu'au final Xiaoling, elle est juste nulle part. Elle ramasse tout de suite l'attaque de Katia et elle est directement englobée dans un bloc de glace. Donc voilà, on voit déjà que l'animation de Xiaoling elle était un peu bâclée, je trouve, et que là par contre Katia, elle, par contre, c'est top. Dans ce passage, on voit les flocons de neige qui tombent dans la main de Choco. On voit qu'elle ressent qu'il y a un problème au Colisée. Dans le bouquin, c'est pareil. Elle retourne là-bas. Elle dit salut Rumi, j'ai un autre bazar à faire. Hop, ça c'est tout pareil. Donc jusque là, pas de souci. Et là, on voit encore hein, toute la discussion qui se passe donc, entre Katia et Saori, avec Katia qui arrive à congeler les mains de Saori qui tient son sceptre. Là aussi, on a une image de Saori qui est vraiment moche. Et là aussi dans le manga c'est pareil, elle arrive à geler les mains de Saori et à stopper donc sur place donc Mi du Dauphin qui elle aussi est à la moitié du corps englobé. Et alors qu'elle veut porter le coup de grâce, hein, on va dire ça, à Athéna, on voit l'intervention de Choco sans son armure qui arrive sur une attaque portée par Katia, arrive à bloquer l'attaque en brûlant son cosmos. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit, ouais, elle n'a pas d'armure, elle n'a rien, elle bloque tout. Mais au final, ça met encore plus en avant, je trouve, le développement de sa personnalité avec justement son cosmos qui commence à prendre de l'ampleur grâce justement au lien mental qu'elle a avec Seiya. Et en plus, on voit justement cette attaque de l'Eculus Ryuseiken qui est mis en place aussi avec pratiquement la même la même attaque qui est la même chorégraphie d'attaque en tout cas qui est générée si on regarde bien c'est l'attaque de Seiya donc et c'est cohérent, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça logique parce que son mental est lié maintenant avec le mental de Seiya et ça commence à pousser son cosmos vers le haut. Par contre, là où il y a une grosse incohérence par rapport au manga, c'est que lorsque celle-ci porte son attaque sur Katia reçoit des coups. Et là, je fais tout de suite le lien avec le manga. En fait, dans le manga, lorsque Choco porte son attaque sur Katia, en fait, cette attaque, elle est stoppée par Juan de l'Écu. Elle est stoppée par Juan de l'Écu. Et Juan de l'Écu et Georges, en fait, sont déjà présents dans le Colisée. Ils sont là au départ, face aux Sentia, avant que Choco n'arrive. Et c'est là que Katia leur dit « laissez-moi faire » et qu'il la laisse faire. Or, dans l'animé, c'est pas du tout le cas. Katia reçoit une attaque venant de Choco, reçoit un coup très faible à son visage
Et seulement par la suite, on voit Juan et George apparaître, disant « Ok, maintenant, stop, on va arrêter ce cinéma, on va s'en charger nous-mêmes, d'accord ?» Voilà, ça c'est la grosse différence par rapport au manga. Dans le manga, les deux chevaliers d'argent sont là tout de suite dans le Colisée face à Athéna et Ocentia. Et Katia rentre en scène en leur demandant, de la laisser faire. Et après, eux reprennent le lead parce que Katia n'y arrive pas. Alors que là, on a mis en scène tout de suite Katia et puis seulement l'arrivée des chevaliers d'argent. Alors c'est pas un mal en soi, c'est pas incohérent par rapport au manga. Et là-dessus en plus je vais même dire que quand on voit après l'attaque de Juan de l'Écu avec donc l'attaque qu'il porte donc avec son astral gravitation. C'est juste magnifique. Et là, par exemple, c'est tout pareil comme dans le manga. Son attaque gravitation, elle est portée. Et après, dans la foulée, c'est comme dans l'anime, on les retrouve tous les 4 téléportés quelque part. D'accord? Donc, c'est la petite différence par rapport au manga. C'est que dans le manga, les Silver sont là d'entrée de jeu. Et non pas après quand Katia est un peu mise en difficulté. D'accord? Donc, comme je disais, on voyait l'Astral Gravitation donc, de Juan de l'Écu. On voit qu'elles sont téléportées dans une clairière au milieu d'un bois et elles se retrouvent toutes les 4 en présence de Shinato et de Mirai. Ça c'est identique dans le manga parce que dans la foulée on retrouve qui au sein du Colisée? On retrouve Mayura du Pan qui en fait a pris la place de nos protagonistes. Et là on explique comme dans le manga que en fait Mayura du Pan, pendant tout ce temps, s'était privée de ses 5 sens afin de garder toute son énergie pour pouvoir justement les téléporter et que maintenant elle va pouvoir entrer en jeu face à la menace qui s'opère face à Athéna. Et donc, on voit Mayura du Pan, on la découvre enfin avec son armure qui est assez spéciale, qui est à moitié remplie de bandages et d'armure. Et on voit ce personnage qui est juste dingue, qui a une aura, un charisme, un parler qui est vraiment très spécifique et qui, d'un revers de la main, mais alors balaye nos 3 protagonistes du Colisée, donc Katia, les 2 Silver, mais comme pour rire, comme si c'était des feuilles, elle les balaye, ni plus ni moins, d'accord? Moi je trouve que Mayura du Pan, c'est vraiment quelqu'un qui me fait fortement penser à l'équivalent de Shaka de la Vierge. C'est vraiment ça. C'est le chevalier spirituel qui arrive, qui a une force vraiment surnaturelle. Et en plus, on la présente comme la plus forte des chevaliers d'argent. Donc, ce n'est pas non plus anodin. D'accord? Une fois que donc, ces 3 protagonistes ont eu donc leur claque, on va dire ça comme ça, qui sont retrouvés un peu au tapis. On retrouve la scène où on voit donc Saga possédé, donc qui prend la dague d'or et qui dit bah voilà, je vais mettre mon plan en exécution. Et là on entend la voix de Saga qui lui dit mais tu n'y arriveras jamais parce que quand tu regardes bien au-dessus de toi, dans toutes les étoiles qui existent, il y en a une qui brille plus que d'autres et c'est celle qui protège toujours Athéna. Dans le bouquin c'est pareil, c'est dit de la même manière et c'est quasiment au même moment, donc voilà. Donc là-dessus, pas de souci. Ça explique vraiment bien que Pégase, parce qu'on voit à ce moment-là la constellation de Pégase, on voit vraiment bien que Pégase, c'est la constellation qui porte vraiment son aide à Athéna en permanence. Et même dans les autres séries de Senseiya, comme dans Lost Canvas, c'est Pégase qui est mis en avant, et tout le temps. Et même dans Omega, c'est Pégase, c'est la constellation, c'est l'étoile qui protège Athéna. Voilà. Dans la foulée, ensuite de ça, dans l'anime, on retrouve nos 3 Senseiya avec Athéna et Shinato et Mirai qui sont en train de discuter autour d'un feu de camp. Même passage dans le manga, et là on voit l'intervention d'Aphrodite des Poissons qui utilise son parfum des roses démoniaques, enfin des parfums des roses rouges, afin d'endormir tout le monde sauf Choco qui elle bizarrement arrive à résister au parfum. Et là on voit donc Aphrodite des Poissons qui arrive mais dans un halo de lumière juste magnifique. On voit une mise en scène, une entrée en scène qui est charismatique, qui est vraiment magnifique. On le voit arriver, passer devant
Shoko, mais comme si elle était transparente. Et on voit donc Aphrodite des poissons venir prendre Athéna pour l'emmener au sanctuaire. Et on voit donc Shoko qui n'arrive pas à réagir et qui tombe également évanoui au moment où donc celui-ci s'en va donc avec Athéna dans ses bras. Alors, la différence par rapport au manga dans ce passage, c'est que Shoko essaye quand même malgré tout d'empêcher Aphrodite de s'emparer donc de Saori, et que dans le manga donc Aphrodite lance son attaque des roses démoniaques, donc les roses noires, afin donc de mettre au sol donc Shoko. Voilà, ni plus ni moins. Donc en dehors de ça, tout est exactement identique. Alors je sais que beaucoup de gens se diront, mais Aphrodite sait que Saori est Athéna. Oui, c'est vrai. D'entrée de jeu, c'est un personnage qui sait qui est Saori et connaît également le Grand Pop. Sait qui est Grand Pop, sait que Grand Pop est un usurpateur. Mais beaucoup de gens se diront, mais alors s'il le sait, pourquoi Aphrodite ne décide pas d'aller du côté d'Athéna, et pourquoi est-il du côté donc de Saga? Eh bien, tout simplement parce que dans le manga, on explique, et je ne vais pas le spoiler maintenant, on explique pourquoi il fait ce choix, et donc on verra si c'est expliqué en tout cas dans le prochain épisode. Si ça ne l'est pas, bah, je vous expliquerai pourquoi, mais je pense que ça va être expliqué. Donc voilà les amis, alors si je fais un petit topo récapitulatif donc de tout cela, eh bien pour moi cet épisode 5 est le meilleur des épisodes actuellement sortis sur CNCA SNTA Show. Il n'y en a que ça en même temps, mais pour moi c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que il reprend pratiquement l'intégralité du tome 4. Voilà, il reprend tout. Là, juste que la fin du tome 4, c'est Saori qui se réveille en présence de Saga. Voilà, tout simplement. Donc ici, je pense que ça, ce sera peut-être l'introduction de l'épisode 6, ce réveil de Saori au sanctuaire. Donc pour moi, en dehors de ce passage-là, bah, tout est dedans. Tout le tome 4 est dans l'épisode. Et qui plus est, tout est dedans et de manière complète. À part peut-être un détail comme les deux Silver qui sont en train de manger en ville et qui se disent ok, maintenant on y va, on va au Colisée, on va régler le compte à Saori et ses Sentia. À part ce passage-là qui était zappé dans l'animé et qui ne porte aucun préjudice, ne pose pas de problème dans la narration et dans le scénario, pour moi c'est la seule petit truc qui est manquant. Le reste, tout est dedans. Donc cet épisode reprend tout le tome 4, la chronologie quasiment à l'identique du tome 4. Il n'y a pratiquement rien qui est inversé. Donc tout est chronologique. Voilà. Après le choix de l'intervention des Chevaliers d'Argent avec Katia en début du Colisée dans le manga, et là à la fin du Colisée dans l'épisode, c'est pas un problème en soi. À la limite, ça met même plus en valeur l'intervention de Katia au départ. Donc pour moi, c'est pas un problème. C'est un choix de storyboard qui n'est pas une incohérence avec le manga et qui ne porte pas préjudice à la compréhension de l'animé. Donc ça reprend le tome 4, c'est complet, c'est chronologique, et il n'y a aucun détail hyper important qui est oublié. Aucun. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Si ce n'est, oui, le fait que le Grand Pop ordonne aux deux Chevaliers d'Argent et à Katia de ramener Saori et non pas de l'éliminer. À part ça, voilà. C'est le seul détail. Voilà. Et encore, ce détail-là, il faut le vérifier en traduisant les paroles qui sont dites dans l'animé par rapport aux sous-titres pour voir s'il n'y a pas une erreur dans le sous-titre. Parce que c'est peut-être possible aussi au final. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, pour moi, donc, c'est le meilleur des 5 épisodes. Et j'espère franchement, les amis, que le prochain épisode, l'épisode 6, va être la même teneur. Parce que quand je vois cet épisode, je me dis qu'au final, il a été quand même possible de mettre en un seul épisode tout un tome avec toutes les explications et tous les trucs hyper importants qui étaient à dire. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même méchamment important que tout soit dit, et là on voit que c'est réalisable. Donc voilà. Après, il y a quelques plans qui sont pas très beaux, bah, comme dans chaque épisode, il y a des plans qui sont un peu cucu, un peu plan-plan. Ici, bon voilà, ça tient quand même la route. On regrettera l'animation des armures, ou en tout cas l'apparition des armures sur les corps des Sentia, qui est juste zappé, hein. On les voit jamais avec leur Pandora Box, on voit jamais rien. Et hop, maintenant c'est un rideau rouge. Après les pétales de rose de Mi, on voit le rideau rouge de Xeoning qui, hop, on a l'armure sur soi. Voilà. C'est le seul petit bémol que je pourrais reprocher à cet épisode, ou en tout cas dans cet animé, dans la globalité, dans la généralité, c'est que la pose des pièces d'armure sur les personnages n'a jamais lieu. Et ça, c'est dommage. Maintenant les amis, je vais essayer de répondre à une question qui a été soulevée par The CNS dans sa review de l'épisode 5. Et donc dans sa review, The CNS se faisait la réflexion de comment était-il possible
que Saga n'ait pas fait, n'est pas pris d'action, n'ait pas pris d'initiative à l'encontre de l'Académie d'Essentia et d'Essentia pendant les 13 années qui se sont écoulées entre le moment où il a pris possession du trône du Grand Pope et le moment de l'apparition d'Essentia, des Chevaliers de Bronze, etc. Hein, ça lui semble assez inconcevable, sachant que le Grand Pope, il a connaissance de l'existence d'Essentia et de leur académie, parce que c'est dit dans l'animé et c'est dit dans le manga. Alors voici mon raisonnement là-dessus, ça n'engage que moi, mais je me dis que je suis peut-être pas dans le faux. Il faut savoir que le Grand Pope, dans l'histoire de Senseiya, il désigne son successeur. Ça, c'est un point qui est en plus assez détaillé dans la série Los Canvas, où on voit le Grand Pope de l'époque qui doit faire un choix entre deux candidats potentiels. Et donc, ça veut dire que techniquement, Sion aurait dû désigner un successeur. Or, c'est pas le cas. Sion a été assassiné par Saga. Donc, ça veut dire que Saga n'étant pas son successeur officiel et légal, ça veut dire qu'il n'a pas eu de transfert de connaissances, de savoir et de compétences de l'un vers l'autre. Donc Saga a pris place sur le trône du Grand Pope, à la place de Sion qui a été assassiné, avec les connaissances que lui il avait à ce moment-là, hein, au sein du sanctuaire, mais voilà, sans avoir les vraies connaissances complètes qui auraient dû être faites entre Sion et Saga. Donc voilà pourquoi je pense que Saga n'a pas pu prendre d'initiative à l'encontre de l'Académie d'Essentia et d'Essentia afin justement de déjà éradiquer un problème potentiel dans son plan machiavélique. Maintenant, il faut savoir aussi que dans le manga, comme dans l'anime, on nous montre que en fait, Saga il découvre un peu l'existence d'Essentia lorsqu'il rencontre Katia, qui est un peu mise à mal. Alors c'est vrai que dans l'anime c'est pas vraiment expliqué comme tel, hein, c'est pas très explicite, mais dans le manga on explique dans le tome 4 que elle était mise à mal et elle avait été mal en point face à des Dryadéris, et que c'est à ce moment-là qu'elle a vu Saga apparaître en tant que Grand Pope avec son aura, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le manga, Saga il a les cheveux clairs, d'accord? Et Saga dans le manga, dans les tomes suivants, il a souvent les cheveux clairs. Et les cheveux clairs, quand il les a, ça veut dire qu'il est en Saga bon. C'est le bon côté qui est présent. Et si on regarde le manga de Kurumada original, Saga, quand il est bon, il a les cheveux clairs. Quand il devient démoniaque, ses cheveux deviennent foncés. À l'inverse de ce qui a été fait dans l'animé, où dans l'animé, il a les cheveux gris quand il est mauvais et il a les cheveux bleus quand il est bon. Dans le manga, c'est pas comme ça. Dans le manga original et dans le Sentia Show, quand Saga a les cheveux clairs, ça veut dire qu'il a le bon côté qui est présent. Quand il a les cheveux qui deviennent foncés, le mauvais côté est là. Et qui plus est, c'est raccord avec Sion. Pourquoi? Parce que Sion, quand on le découvre dans la partie Hades du manga original, Sion, il n'a pas les cheveux verts, il a les cheveux clairs. Donc c'est pour ça que même si on va encore un peu plus loin dans la réflexion, si on avait dû voir les cheveux de Saga en Grand Pope, on n'aurait jamais pu dire que c'était Saga ou Sion, pour la simple raison que le visage était caché, et que les cheveux sont clairs, et que quand Saga est bon, ses cheveux étaient clairs. Et dans les tomes suivants de Sentia Show, on explique aussi pourquoi. Parce qu'on va me dire, ouais mais Saga, il est bon, ouais mais s'il est bon, pourquoi est-ce qu'il ne se donne pas à la justice du sanctuaire? Pourquoi est-ce qu'il ne se livre pas? Et bien tout simplement parce que dans les mangas suivants de Sentia Show, on apprend le raisonnement de Saga. On découvre le raisonnement de Saga justement quant au fait qu'il a assassiné le Grand Pope. Voilà, il sait qu'il a fait une boulette, il a fait une énorme erreur, et voilà. Mais il y a toujours ce combat entre le bon côté et le mauvais côté. Et je peux même vous dire que dans ce manga, on va exploiter un nom qui a été mis sur un personnage dans le manga original, et vous allez voir que honnêtement au niveau scénario, ben, on est vraiment dans du tout bon, quoi. D'accord? Donc voilà, j'essaie de pas trop spoiler. J'espère que j'ai pu répondre à la question de The CNS qui se demandait, bah oui, au final, pourquoi? Bah, tout simplement, voilà pourquoi. Parce que plus tard dans les bouquins, on explique le raisonnement de Saga quand il a son bon côté, et que fatalement, il a plus souvent dans le manga le bon côté qui est présent pendant les 13 années, parce qu'il arrive à contenir le mauvais côté, et que le mauvais côté, lui, ben, quand il apparaît au final un peu plus tard, au bout des 13 années, eh bien, action il y aura sur l'académie, parce qu'il y en aura une. Voilà. Il y aura une action qui sera prise à l'encontre de l'académie, action qui va voir apparaître des nouveaux personnages. Voilà. D'accord? Donc, tout se met en place. C'est vrai que dans l'animé, c'est pas forcément cohérent. Quand on regarde un petit peu comme ça, on peut se poser des questions, mais il faut aussi dire que dans le manga original, tout n'est pas expliqué non plus. On n'explique pas le raisonnement du Grand Pope. Ici, on a exploité aussi la vie du Grand Pope. La vie du Grand Pope est exploitée dedans, vu que c'est une histoire en parallèle. Donc on comprend en parallèle ce qui se passe au sanctuaire, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place, comme par exemple
le jour de l'attentat de Saga démoniaque, hein, possédé, qui tente de tuer donc Saori dans son berceau. Et bien donc il y a la partie hein, avec le sauvetage d'Athéna. Et il y a aussi également donc où on voit Aiolos qui s'en va avec son armure, enfin avec sa Pandora Box et Athéna dans ses bras, et qui est poursuivi par Shura, entre autres. Et ben il y a aussi un parallèle qui est fait avec Mayura Dupont, parce que Mayura Dupont elle a participé à l'action là-dedans, voilà, sans trop spoiler. Donc il y a aussi quelque chose qui est mis en place, d'accord. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, l'histoire elle se met méchamment bien en place. Alors pour tous ceux qui ont lu le bouquin, ils savent très bien de quoi je parle, donc pour eux il n'y a pas de surprise. Pour ceux qui n'ont jamais lu les livres, moi je peux vous dire une chose, c'est que si les épisodes suivants sont à la hauteur de cet épisode 5, moi je vous promets du lourd. Hein. Je vous promets du lourd parce que vous allez voir qu'alors à ce moment-là, on va vraiment rentrer dans du scénario mais en béton. Hein. C'est du béton armé. Franchement, ils ont... Kurumada ici, il a quand même pondu une histoire en parallèle qui est vachement bonne. Hein. Franchement, elle est vachement bonne. Alors, je sais qu'il y en a encore plein qui, sur les réseaux sociaux que je vois qui dénigrent à 2000% le manga, enfin en tout cas l'animé, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas lu le manga. Moi, je vous dis à tous, allez le lire. Hein, allez le lire. Parce que franchement, il y a du tout bon là-dedans. Et on découvre plein de personnages, on redécouvre des personnages, on voit des liens qui sont faits, et là on commence à se dire, ouais, au final, on a su exploiter des choses qui n'étaient pas forcément mises en avant dans le manga original, et voilà, du coup, tout se suit, et voilà. Donc, voilà un petit peu donc le raisonnement donc sur mon raisonnement sur Saga, donc avec le pourquoi il n'a jamais pris d'initiative à l'encontre de l'Académie de Sentia. C'est aussi simple que ça. J'espère, Sostenes, que j'ai pu répondre à ta question, d'accord. Donc, patience, il y a plein de choses qui sont dites, en tout cas dans les bouquins, et je t'invite franchement à les acheter. Franchement, achète-les, lis-les, parce que tu vas te rendre compte que l'animé, il est loin du potentiel du bouquin. Franchement, il est loin. D'accord. À part l'épisode 5 qui est vraiment bien dedans, les autres, ils étaient un peu quand même à une certaine distance, une certaine longueur du bouquin, mais là, voilà. Alors donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer que cet épisode 6 soit à la mesure et à la hauteur de l'épisode 5, hein, où je pense qu'on va voir un petit peu dans cet épisode 6 la rencontre entre Athéna et le grand Pop, et je pense qu'on verra un petit peu aussi quelques détails qui vont répondre aux questions de certains hein, concernant Shoko, et puis je pense que ça s'arrêtera là, avant de passer à un autre détail important, parce que il y a à dire et ça ne tiendra pas en 20 minutes. Donc voilà, je pense que l'épisode 6 va en laisser quelques-uns sur leur fin, ils vont peut-être le trouver un peu moins bon, mais je pense que l'épisode 6 va donner les explications qui ont lieu au début du tome 5, et puis après l'autre moitié du tome 5 sera donc pour l'épisode 7, je pense. Je pourrais me tromper, mais je pense que c'est comme ça que ça va être agencé. Voilà. Là-dessus les amis, j'espère que cette review vous aura plu, j'espère que vous avez eu des explications qui vous auront convaincu, j'espère aussi que j'ai pas trop spoilé, mais que ça vous aura donné l'envie d'en découvrir plus, et je vous le dis et le répète, allez voir les bouquins, allez les lire, hein, faites-vous les prêter, je sais pas moi, allez les lire dans des librairies ou des magasins spécialisés, parce que franchement c'est vraiment poussé, c'est pas mal au niveau scénario, et là-dessus, je vous invite aussi à aller voir la review donc, de l'épisode 5 de The CNS. Je vous invite aussi à aller voir la review de Fenrir qui vient d'être mise sur le Seiya 15e anniversaire, hein, donc le Even, hein, la version Paradis et Elysion. Donc je vous invite à aller le voir. J'ai pas encore été voir la vidéo, donc je vais le faire juste après la finalisation de cette review. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça, aller voir aussi la dernière review d'Angelo Rain hein, sur sa Micro Story partie 2, d'accord, il vient de la sortir aussi, donc allez voir tout ça. Profitez, partagez vos impressions, vos commentaires, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous à ma page Facebook si c'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. La page Facebook, j'essaye d'être dans la continuité des news, hein, et de temps en temps je mets des petits trucs, des petits comparatifs, hein, comme j'ai pu faire récemment avec les 4 films hein, donc de Senseiya, enfin les 4 premiers films de Senseiya avec la relation, enfin les passages où on voit à chaque fois Shun et Iki, hein. Voilà, j'ai fait un petit comparatif humoristique là-dessus que j'ai mis sur ma page, voilà. J'ai envie de faire ça pour juste dire de rigoler un coup. Donc voilà les amis, là-dessus je vous dis à
toutes et à tous, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine review les amis. Ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.